95 402. C'était le nombre de navires de la flotte mondiale début 2019. Et à eux tous, ils avaient une capacité de 1,97 milliard de tonnes. Et il y a bien besoin de toute cette capacité, car le commerce maritime représente 90% du commerce mondial en volume transporté et 80% en valeur. La progression a été spectaculaire. 11 milliards de tonnes de marchandises ont circulé sur les mers du globe en 2018, contre seulement 550 millions de tonnes en 1950. Par comparaison, le fret aérien transporte à peine 2 petits millions de tonnes de marchandises par an. Mais qu'est-ce qu'on transporte bien par bateau? Eh bien plein de trucs, du pétrole par exemple. Les quantités de pétrole et de gaz transportées par la voie maritime ont été multipliées par plus de 2 entre 1970 et 2017, passant de 1,4 à 3,1 milliards de tonnes. 60% des approvisionnements en produits pétroliers, près de 100 millions de barils par jour, transitent par voie maritime. Toutefois, la part relative de ces échanges dans l'activité totale du transport maritime a diminué au cours de la même période, tombant de 55% à moins de 30%. Ceci s'explique notamment par la forte croissance des échanges de biens manufacturés à moyenne et haute valeur ajoutée qui s'est traduite par l'essor du transport maritime conteneurisé. Par ailleurs, le fort développement de grandes économies émergentes, Chine en tête, a alimenté la demande aux produits de base comme le minerai de fer, le charbon et le soja, et ce faisant, le transport de vrac. En 2018, les principaux vracs secs, minerai de fer, céréales et charbon, représentaient plus de 40% du total des expéditions de marchandises solides, tandis que le commerce de marchandises conteneurisées et les vracs de moindre importance représentaient respectivement 24 et 25,8%. Le reste des volumes consistait en d'autres marchandises solides, y compris des marchandises diverses. Les marchandises conteneurisées ont connu la croissance la plus rapide, les volumes ayant augmenté à un taux annuel moyen de 8% entre 1980 et 2018. Le transport maritime est fortement tributaire des combustibles fossiles. Environ 3,5 millions de barils de fioul résiduel à haute teneur en soufre ont été consommés par jour par le secteur en 2017, ce qui représente environ 50% de la demande mondiale de fioul. La plupart de ce fioul a une teneur élevée en soufre, ce qui entraîne l'émission d'oxyde de soufre dans l'atmosphère. Les émissions de soufre du secteur maritime ont souvent fait parler d'elles, et pourtant le transport maritime émet seulement, et selon les différents calculs, de 5 à 13% des oxydes de soufre dans le monde, et de 15 à 30% des oxydes d'azote. Cela dit, cela reste un sujet important. En 2016, l'Organisation maritime internationale, ou OMI en abrégé, a reçu une étude qui estimait que la mise en place d'une limite plus stricte de la teneur en soufre permise dans le carburant marin permettrait d'éviter approximativement 570 000 décès prématurés entre 2020 et 2025 à l'échelle mondiale. Cela permettrait également de réduire l'ampleur et la quantité des pluies acides pouvant endommager les récoltes et accélérer l'acidification des océans. En réponse à ces constats, l'OMI a pris des dispositions dont l'une d'entre elles, appelée OMI 2020 ou Soufre 2020, est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Elle vise à limiter à 0,5% la teneur en oxyde de soufre permise dans le carburant utilisé par les navires commerciaux partout dans le monde. Auparavant, cette limite était fixée à 3,5%. Cette limite était déjà fixée à 0,1% dans certaines zones comme la mer du Nord et la mer Baltique. L'option la plus directe consiste pour les transporteurs à adopter des combustibles à faible teneur en soufre, tels que le fioul résiduel à faible teneur en soufre, le fioul à très faible teneur en soufre ou les distillats à faible teneur en soufre comme le gazole marin. Ce choix entraînerait inévitablement des surcoûts et une hausse des taux de fret, étant donné que le prix du fioul à haute teneur en soufre est inférieur à celui des combustibles à faible teneur en soufre, ces derniers étant plus coûteux à produire. À titre de référence, le prix du combustible à faible teneur en soufre s'élevait à environ 600 à 700 $ par tonne métrique en mars et avril 2019. Tandis que celui du fioul de soute traditionnel était d'environ 400 à 450 $ par tonne métrique. Mais les transporteurs pourraient continuer à utiliser du fioul à haute teneur en soufre moins cher, mais installer des épurateurs pour éliminer le soufre du système d'échappement des moteurs de navires. Cependant, l'installation de ces épurateurs aura un coût. Diverses sources ont estimé que l'installation d'épurateurs peut coûter entre 2 et 10 millions de $, et il pourrait y avoir pénurie car peu d'entreprises fabriquent et installent ces systèmes. Certains transporteurs se sont tournés vers le gaz naturel liquéfié, ou GNL. En effet, l'utilisation du GNL à la place du fioul lourd par les navires
élimine quasiment la totalité des émissions de soufre et de particules fines et réduit de 85% les émissions d'oxyde d'azote. Il réduit aussi les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 25%. Des phases de recherche et de développement sur d'autres carburants comme le méthanol et même l'hydrogène sont aussi en cours. Et tout cela coûte cher. On estime que les coûts du secteur du transport maritime de conteneurs liés à la réalisation du mandat de l'OMI 2020 se situent entre 5 milliards et des dizaines de milliards de dollars. Mais cela n'a pas empêché l'OMI de prendre ses mesures. Et en fait, le secteur maritime est un secteur qui est assez conscient de ses impacts et qui fait beaucoup pour les limiter. Parlons un peu de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le transport maritime a généré 1076 millions de tonnes d'équivalent CO2 en 2018. Les navires génèrent ainsi à peu près 3% du total des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Mais il faut relativiser. Le transport maritime n'est responsable que de 15% des émissions de CO2 du secteur des transports, alors que pour rappel, il transporte 90% des volumes transportés dans le monde. Ainsi, le bateau est, de loin, le moyen de transport et de marchandises à l'impact carbone le plus faible. En effet, par tonne transportée sur 1 km, le bateau n'émet que 12 grammes par tonne transportée sur 1 km, là où le train en émet 14 et où les camions en émettent 76. Les trains ont aussi un bon bilan carbone, mais ils sont dépendants de lignes ferroviaires restreintes qui ne peuvent pas traverser les océans par exemple, et qui ne peuvent pas laisser passer un nombre illimité de trains. De plus, la capacité de fret des trains est inférieure aux bateaux et de loin. Là où le train à la capacité maximum du monde peut transporter jusqu'à 50 000 tonnes, les plus gros navires peuvent transporter plus de 228 000 tonnes. Mais même si le secteur maritime est déjà un bon élève, il veut tout de même améliorer son impact. En effet, le secteur n'est pas idiot et il sait que le changement climatique pourrait lui poser des problèmes. Il est très exposé aux événements liés au climat, tels que l'élévation du niveau des mers, la forte exposition au vent, les changements dans les régimes de tempête et les courants côtiers, mais aussi les inondations, voire même les sécheresses pour les gros fleuves navigables comme le Rhin. Ces événements peuvent accroître le risque de retard, provoquer d'importantes perturbations à la logistique et des services et endommager les infrastructures de transport côtières. Ainsi, on peut parler de Marx, important acteur du transport maritime, qui a investi environ 1 milliard de dollars par an dans l'innovation et la technologie entre 2014 et 2019 pour améliorer la viabilité technique et financière des solutions sans carbone et pour développer et déployer des solutions à haut rendement énergétique. Et pour ceux qui ne voudraient pas participer à l'effort général, ils vont y être contraints car l'OMI a approuvé une stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires d'au moins 50% d'ici à 2050 par rapport au niveau de 2008. Ça va des petits gestes comme connecter les navires au réseau électrique quand ils sont au port pour éviter qu'ils fassent tourner leur moteur inutilement, au changement de carburant comme le GNL qui permet une diminution de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Cela dit, le GNL ne diminue pas suffisamment les émissions d'un navire et donc des recherches sont en cours pour utiliser d'autres carburants. Mais pourquoi utiliser du carburant quand on peut s'en passer ? Attendez, je m'explique. Avant l'utilisation des moteurs sur les navires, on utilisait le vent. Alors pourquoi pas y revenir ? Bien certains y réfléchissent. Remettre des voiles aux navires, installer des systèmes qui ressemblent à de grands tubes et qui utilisent l'effet Magnus pour pousser les navires, voire même des voiles de kitesurf géantes et autonomes. Tous ces systèmes permettraient de diminuer de plusieurs dizaines de pourcents la consommation de carburant selon les systèmes installés. Maintenant que l'on a bien vu leurs efforts dans le domaine des émissions de carbone, j'aimerais vous expliquer ce qu'ils ont fait dans un autre domaine qui lui est beaucoup moins connu. Les eaux de ballast. Et oui, les ballasts ne sont pas réservés uniquement aux sous-marins, mais aussi aux navires pour les rendre plus stables. Ceux-ci peuvent être vidés et remplis à volonté. Mais imaginez un instant que vous remplissez vos ballasts en mer de Chine par exemple, et que vous les vidangez une fois arrivés en Méditerranée. Qui sait quels organismes vous avez transportés dans ces eaux et quels pourraient être leurs impacts sur l'écosystème. Un exemple bien connu, c'est celui de la moule zébrée. Originaire d'Europe de l'Est, elle s'est répandue en Europe et en Amérique en se fixant aux coques des navires, mais aussi en transitant dans les eaux de ballast. Et elle crée de gros problèmes dans les écosystèmes où elle s'est installée. La pollution causée par la prolifération d'espèces exotiques lors du rejet en mer d'eau de ballast non traitées est très grave. On considère qu'elle représente l'une des plus grandes menaces pour les océans de la planète et l'une des principales menaces pour la biodiversité. Et, une fois de plus, l'OMI a réagi face à cette pollution et a pris des mesures pour lutter contre cette pollution. De nombreux États ont signé la Convention pour la gestion des eaux de ballast lors de la conférence organisée par l'OMI. Pour les navires construits après le 8 septembre 2017,
Cette convention impose la norme D2, c'est-à-dire un traitement avant rejet des eaux de ballast. Pour les navires d'avant cette date, la norme D1 impose de déballaster à plus de 200 miles marins de la terre la plus proche et à une profondeur d'au moins 200 mètres. À terme, tous les navires devront satisfaire la norme D2. Alors j'ai dit beaucoup de bien de ce secteur, mais en creusant, on peut quand même y trouver à redire. Il y a par exemple les marées noires, mais j'avoue que je les considère personnellement plus comme une pollution du secteur pétrolier que de celui des transports. En effet, toutes les marées noires ne sont pas dues à des bateaux défectueux, mais aussi à des plateformes pétrolières offshore qui ont eu un problème. Par contre, si vous avez vu ma vidéo sur les baleines, vous devez savoir que le transport maritime a deux conséquences sur ces dernières. Les collisions avec les baleines sont problématiques, mais au moins, des systèmes de détection sont actuellement en développement. Mais il y a aussi la pollution sonore due aux bateaux, et là par contre, je n'ai pas trouvé grand chose comme information. Si une vidéo sur la pollution sonore dans les océans, mais aussi sur la terre ferme vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire. J'ai une dernière précision à faire et elle est franchement pas cool, mais je me dois de la faire car j'essaie de rester scientifique au maximum sur cette chaîne. J'ai parlé tantôt des émissions d'oxyde de soufre, qui sont néfastes pour la santé et acidifient les pluies ainsi que les océans. Mais il faut savoir reconnaître à ces oxydes de soufre qu'ils limitent le réchauffement climatique parce qu'ils augmentent l'albédo des nuages. La diminution des émissions de ces oxydes de soufre pour sauver des vies augmentera donc le réchauffement climatique. C'est un constat horrible à faire, mais c'est un fait et les faits sont têtus. Si la notion d'albédo vous est étrangère, j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mets à la fin, pas de panique, et je ferai un jour une vidéo sur les rôles et les impacts des aérosols dont les oxydes de soufre font partie. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, de la liker et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.